C'est parti. Bienvenue dans le webinaire du vendredi 25 novembre 2022 organisé par le CECA dans le cadre de la Semaine Sécurité Patient et consacré aujourd'hui aux EIGS, particulièrement les suicides survenus lors d'hospitalisation en établissement spécialisé en santé mentale. Je suis Muriel Zago, je suis cadre de santé à la mission IGS du CECA. Je suis accompagnée par le docteur Marie Grenier, médecin au CECA depuis le mois d'avril. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Marie Tournier, qui exerce au centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux, Madame Sophie Boutineau, qui est cadre de santé dans le même établissement, et le docteur Dimitri Rakoto-Malala, qui est médecin psychiatre, et qui vont se présenter. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Marie Tournier, je suis professeure de psychiatrie de l'adulte à l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux. Donc, bonjour, je suis Madame Boutineau Sophie, je suis cadre de santé sur le 3114 et le dispositif Vigilance au centre hospitalier Charles Perrins. Et du coup, Dimitri Rakoto-Malala, je suis un des médecins psychiatres sur l'hôpital de Libourne, du coup, chef de département sur la psychiatrie adulte, et je bosse aussi à la clinique Béthanie à Talon. Du coup, je n'arrive pas à ouvrir à faire passer les diapos. Super. Alors, nous avons choisi d'aborder ce thème car c'est un sujet d'actualité à un niveau mondial et national. Selon l'OMS, le suicide reste l'une des principales causes de décès dans le monde et il est considéré comme une priorité de santé publique. Le premier rapport mondial de l'OMS consacré au suicide et publié en 2014 était intitulé « Prévention du suicide, l'état d'urgence mondial ». Et c'est l'une des orientations majeures de l'OMS, c'est de réduire d'un tiers le taux de mortalité par suicide d'ici à 2030. Cependant, ce sujet reste encore aujourd'hui un sujet, le suicide reste encore aujourd'hui un sujet tabou, alors qu'il s'agit d'une mortalité évitable. En France, en 2021, il représente 9200 décès par an, soit 3 fois plus de décès que les accidents de la route. Le taux de suicide est l'un des plus élevés d'Europe. En France, il est de 12,5 décès pour 100 000 habitants, pour une moyenne européenne de 10,3 pour 100 000 habitants. Les suicides surviennent paradoxalement aussi en milieu de soins, et l'HAS a publié à ce titre en 2022 un rapport d'analyse de 795 cas entre mars 2017 et juin 2021. Car c'est une véritable question, comment se fait-il donc qu'il y ait des suicides aussi en établissement de soins? Les 3 causes profondes récurrentes identifiées par les équipes dans les déclarations de cas de suicide et de tentatives de suicide sont le manque de sécurisation des locaux, l'absence d'évaluation du risque suicidaire et les défauts organisationnels. L'équipe de la mission IGS du CECA, qui est la structure régionale d'appui de Nouvelle-Aquitaine, accompagne depuis plus d'une dizaine d'années les soignants confrontés à des suicides ou des tentatives de suicide survenus en établissement de santé, spécialisés ou non, qu'ils soient publics ou privés. Ces suicides ou tentatives de suicide sont identifiés comme des événements indésirables graves associés aux soins, car ils sont inattendus par rapport au processus thérapeutique et que leurs conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou un déficit fonctionnel permanent. L'équipe de la PRAGE et à cette suite l'équipe de la mission IGS du CECA a participé depuis 2011 à 53 analyses approfondies de causes de suicide ou tentatives de suicide, et dont 6 depuis le début de l'année 2022. C'est donc à ce titre et à la demande des professionnels de santé que nous avons souhaité consacrer un webinaire à cette thématique. Lors de ces analyses, de l'analyse de ces EIGS, c'est la méthodologie alarme qui a été utilisée car elle permet d'identifier de manière approfondie et systémique l'enchaînement des causes qui ont conduit au passage ou au suicide. Cette analyse n'a pas pour finalité de désigner un coupable ou un fautif, bien au contraire, mais elle permet de retrouver les causes profondes, souvent cachées, qui sont à l'origine de l'événement. L'identification de ces facteurs latents va permettre de construire en équipe un plan d'action afin d'améliorer les pratiques, de sécuriser les prises en charge et d'éviter les récurrences.
Il est important de préciser que les professionnels de santé sont toujours profondément affectés lors de la survenue d'un EIGS, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un suicide d'un patient. Un accompagnement doit leur être systématiquement proposé, ils doivent être identifiés comme des deuxièmes victimes. Le cas clinique qui va vous être présenté s'est déroulé il y a à peu près 5 ans dans un établissement public spécialisé en santé mentale de Nouvelle-Aquitaine. Il nous a semblé représentatif des problématiques les plus fréquemment rencontrées et nous avons souhaité par ailleurs partager avec vous le plan d'action mis en œuvre par les professionnels qui ont pris en charge le patient, car il nous paraît particulièrement riche d'enseignements. Alors, il s'agit d'un patient de 53 ans qui est suivi depuis une dizaine d'années en centre médico-psychologique pour des troubles bipolaires et qui est hospitalisé en établissement de santé mentale dans le cadre d'une agitation psychomotrice avec des troubles du comportement. Son traitement à l'arrivée comporte de la lamotrigine de 100 mg par 24 heures. À son arrivée, le médecin psychiatre constate une humeur exaltée, une tachypsychie, une logorrhée, une désinhibition, une désorganisation du discours, une tension interne, irritabilité, hyperesthésie émotionnelle. Le diagnostic de décompensation maniaque d'un trouble bipolaire est posé. Une admission en soins psychiatriques à la demande de tiers en urgence est décidée. Plusieurs traitements psychotropes sont initiés et modifiés en fonction de la symptomatologie et de l'appréciation des différents médecins. Un mois plus tard, au cours de la prise en charge de l'hospitalisation, donc, lors d'un entretien de suivi avec le patient, le médecin référent note un virage dépressif avec disparition des symptômes maniaques et expression de culpabilité importante chez le patient. Plusieurs entretiens médicaux sont réalisés, le traitement journalier est réadapté. Le patient semble anxieux et triste. Le médecin note qu'il est dans une phase de retour à la réalité post-épisode maniaque. Le patient verbalise son inquiétude, par ailleurs, à l'idée de sa sortie autorisée du week-end suivant. Il n'évoque aucune idée suicidaire au cours des différents entretiens médicaux et infirmiers. La posologie d'amisulpride est modifiée. 2 jours plus tard, avant le week-end de sortie, le patient prend son petit déjeuner avec les autres patients de l'unité. Il croise une infirmière qui constate qu'il ne répond pas à son salut, mais rien de particulier en fait. Il est retrouvé 1 heure plus tard dans sa chambre par l'ASH, pendu par sa ceinture à une porte de placard. Malgré les gestes de réanimation, le décès du patient est constaté. L'équipe est accompagnée par la cellule d'urgence médico-psychologique de l'établissement. Une analyse est donc réalisée et les causes immédiates identifiées sont un passage à l'acte suicidaire par pendaison, sans prodrome ou signaux faibles prédictifs. La deuxième cause immédiate identifiée est une possible sous-estimation du risque suicidaire par l'équipe soignante lors d'une éventuelle levée d'inhibition provoquée par la décroissance de la phase maniaque et les thérapeutiques médicamenteuses mises en place. Les facteurs profonds qui ont été retrouvés. Donc, identifie chez le patient une pathologie qui est complexe, un problème de précarité sociale, d'absence d'entourage familial, un comportement peu expressif et une modalité particulière d'hospitalisation avec un refus d'hospitalisation. Chez les professionnels, dans les pratiques, on retrouve un défaut de qualité relationnelle avec le patient et une maîtrise difficile des associations thérapeutiques. En ce qui concerne l'équipe, on retrouve une sous-estimation des facteurs de risque suicidaire, une absence d'identification de facteurs précipitants comme l'éventuelle levée d'inhibition provoquée par la décroissance de la phase maniaque et des médicaments initiés. En ce qui concerne les tâches, c'est-à-dire les protocoles ou les aides cognitives, on retrouve une mauvaise identification des signaux d'alerte sur le risque suicidaire dans une population globalement à risque suicidaire, c'est un patient qui est bipolaire. Une absence d'utilisation de grilles de hiérarchisation des variables prédictives à l'admission et en cours d'hospitalisation. Dans l'organisation, il existe un défaut d'organisation du temps médical avec un médecin dans les derniers jours qui précèdent le passage à l'acte, un médecin qui est seul dans l'unité de soins
avec une continuité des soins qui n'est pas formalisée et voilà, une charge de travail qui est importante. Donc, un défaut d'organisation de la prise en charge médicamenteuse également, avec une absence de réunion de concertation pluriprofessionnelle, une absence de concertation entre médecins sur les changements de prescription. Au niveau de l'institution, il n'existe pas de programme institutionnel finalisé de réduction du risque suicidaire. Il n'y a pas de politique d'accompagnement du personnel médical lors d'événements indésirables graves. Le plan d'action nous a paru assez représentatif mais consiste à la mise en place d'un programme institutionnel de réduction du suicide avec une évaluation du risque suicidaire à l'admission et pendant l'hospitalisation. Par exemple, des grilles d'évaluation des signaux d'alerte avec l'utilisation de la RUD, par exemple, des grilles d'identification des facteurs précipitants élaborées à partir d'échelles validées et adaptées à la population accueillie, au personnel soignant, bien sûr, une formation des professionnels au repérage des situations à risque, la sécurisation de l'environnement hospitalier pour faciliter la surveillance des patients les plus à risque, la prise en compte des effets secondaires des thérapeutiques médicamenteuses, une organisation une réflexion en équipe, par exemple, avec une évaluation des pratiques professionnelles sur le suicide, et la sanctuarisation, ça nous paraît assez important, surtout en période actuelle où ça devient compliqué, hein, d'avoir des temps en équipe pour pouvoir partager, même des temps informels pour partager autour des patients, autour des informations importantes, voilà, donc, et des staffs pluriprofessionnels aussi qui doivent être formalisés. L'idée, enfin le projet, le vœu de renforcer la stabilité des équipes, hein, c'est très important aussi, c'est très complexe, mais on sait que c'est un facteur qui permet de sécuriser les prises en charge des patients et que l'instabilité d'une équipe, ça a été prouvé, c'est un facteur aggravant. Enfin, l'accompagnement des équipes paramédicales et médicales qui sont des deuxièmes victimes. On a tendance souvent à prendre en charge encore, il me semble, beaucoup, et bon, c'est très bien, hein, les équipes paramédicales, la prise en charge des médecins, c'est quelque chose qui doit être mis en avant, me semble-t-il. Alors, il nous a semblé important de partager avec vous certaines échelles qui sont, voilà, parce que les soignants que nous rencontrons sont souvent en demande d'outils. Alors voilà, c'est une grille d'évaluation infirmière vous est proposée. Et voilà, ce webinaire vous permettra également de retrouver des documents sur différentes bibliographies en lien avec les préconisations de l'HAS, donc celle de 2022, voilà, et des différents outils. Et donc, je vais terminer pour parler également des outils qui permettent d'éviter les récidives ou les tentatives de suicide après l'hospitalisation. Je pense que vous allez nous en parler maintenant, Madame Boutineau et professeur Tournier. Et je voulais parler donc du dispositif Vigilance et du dispositif 3114 qui a permis de faire énormément de progrès pour la prise en charge, la prévention du suicide. Voilà, donc je vais vous laisser à présent la parole. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de partager votre micro. Merci. Qu'on partage notre Il faut qu'on partage, diapo. voilà, montrer mon écran. Oui, tout ça en plein écran. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous avez notre diaporama? Allez-y, ça fonctionne, on vous entend très, très bien. Ah bon, et est-ce que vous voyez nos diapositives? Oui, on voit le diaporama aussi. Ok, parfait, très bien. Donc, on va vous parler du suicide à l'hôpital psychiatrique et donc on va vous parler des outils institutionnels que nous avons mis en place à l'hôpital Charles Perrin dans le cadre de l'EPP Suicide à l'hôpital psychiatrique que nous menons depuis une dizaine d'années maintenant.
Donc, pour revenir sur le suicide chez les patients suivis en psychiatrie, comme vous l'avez dit, le rapport récent de la HAS des effets, comment on dit, des effets Les indésirables événements indésirables graves. liés aux soins. liés aux soins. Ce qui a été enregistré de mars 2017 à juin 2021, c'est 795 événements indésirables graves liés aux tentatives de suicide et au suicide, avec 515 suicides. 28% des gestes mettaient en jeu le pronostic vital, même s'il n'y avait pas eu de décès par suicide, et 7% étaient associés à des séquelles fonctionnelles. Donc, parmi ces 795 événements indésirables graves qui ont eu lieu sur une durée de 4 années. 82% de ces événements indésirables ont eu lieu en secteur sanitaire et 57% en service de psychiatrie, donc à peu près la moitié. Les personnes les plus à risque de conduite suicidaire à l'hôpital, ou en tout cas en structure sanitaire, c'étaient les hommes âgés qui souffraient de troubles de l'humeur. Donc, la définition d'un suicide de patient hospitalisé, c'est quand ce suicide survient pendant le traitement hospitalier, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'hôpital, par exemple lors d'une sortie permission autorisée par l'équipe médicale ou lors d'une sortie non autorisée par l'équipe médicale. Ça correspond à peu près 5 à 6,5% des suicides en globalité dans les études internationales. Et à l'hôpital psychiatrique, c'est à peu près 250 suicides pour 100 000 admissions. Et à l'hôpital général, c'est 1,8 pour 100 000 admissions. Et ça, c'est pas, je ne vous donne pas des chiffres français, mais des chiffres de la littérature internationale. La plupart du temps, les suicides qui surviennent en établissement psychiatrique surviennent avec l'utilisation de moyens violents, le plus souvent la pendaison. 80% des suicides surviennent en unité ouverte avec une majorité à l'extérieur de l'hôpital et le plus souvent au domicile. Et 82% des patients étaient considérés comme stables ou améliorés au moment de leur geste suicidaire, ce qui était tout à fait le cas du cas clinique que vous venez de présenter, puisque ce patient ne présentait plus de symptômes maniaques, ce qui avait permis de diminuer les traitements et donc les effets indésirables des médicaments. Les patients les plus à risque de gestes suicidaires à l'hôpital psychiatrique sont les sujets jeunes, âgés de 30 à 50 ans, les hommes, les personnes qui souffrent de pathologies thymiques. Le plus fréquent, c'est la dépression, même si le trouble bipolaire est le plus associé aux conduites suicidaires, mais également la schizophrénie et les troubles de l'usage de substances qu'on retrouve de manière extrêmement fréquente chez les patients qui décèdent par suicide. Dans les facteurs de risque, on retrouve également les conditions sociales défavorables. On parle pour les conduites suicidaires de facteurs de risque et bien sûr, on ne parle pas de facteurs de prédiction puisqu'on ne peut pas prédire un suicide même chez les gens les plus à risque. La période à risque pendant le séjour hospitalier, c'est en début de séjour et notamment un tiers surviennent au cours de la première semaine d'hospitalisation alors que le patient est encore très instable. Et puis, il y a deux autres moments où le patient est plus fragile, c'est avant une sortie non désirée ou redoutée de l'hôpital. Et ça, c'est à peu près 40% des gestes suicidaires. En effet, les patients, évidemment, doivent sortir de l'hôpital à un moment, ils le souhaitent, mais c'est aussi sortir d'un lieu de sécurité. Et c'est un moment un peu compliqué. Et puis, bien sûr, les sorties de l'hôpital, c'est des périodes à haut risque et notamment, vous le savez certainement, les premières semaines de sortie d'hospitalisation sont des périodes très à risque, mais là, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. 7% des suicides à l'hôpital, enfin de patients hospitalisés surviennent à l'hôpital, 80% au cours d'une sortie permission et 13% au cours de sorties à l'extérieur, mais sans autorisations de sortie. Voilà, donc là, vous avez la liste des facteurs de risque qui nous a servi à élaborer la grille de surveillance infirmière que vous avez montrée, qui était le premier travail en fait de notre groupe de PP sur le risque suicidaire des patients hospitalisés.
C'était la première chose que nous avions faite, c'est avec l'aide des données de la littérature, construire cette grille de surveillance infirmière du risque suicidaire. Donc, les facteurs de risque qu'on retrouve sur cette grille, c'est les antécédents de tentatives de suicide, le fait d'avoir été admis à l'hôpital pour des idées suicidaires ou une tentative de suicide, la présence de symptômes dépressifs au moment du suicide, les effets secondaires des traitements et notamment le syndrome extra-pyramidal qui est lié aux antipsychotiques, qui est en fait très douloureux pour les patients et qu'il ne faut surtout pas banaliser. Le fait que la pathologie soit chimio-résistante, ce qui est quand même source de désespoir pour les patients qui voient des espoirs déçus au fur et à mesure qu'on essaye des médicaments qui échouent. Et il se trouve qu'en psychiatrie, c'est une des limites de nos prises en charge actuelles. Nous n'avons aucun facteur qui puisse nous dire que tel ou tel patient va répondre à tel ou tel traitement. Et donc, quelquefois, on va commencer le traitement qui est le plus susceptible de marcher, mais même le meilleur des traitements n'est pas efficace chez 100% des gens. Et il va falloir faire plusieurs essais thérapeutiques pour améliorer l'état clinique du patient. Et ces différents essais thérapeutiques peuvent générer des espoirs déçus et un certain désespoir au final. Le fait d'avoir un emploi, de manière un peu paradoxale, est un facteur de risque de conduite suicidaire chez les patients hospitalisés. Le fait d'être hospitalisé sans consentement et donc de ne pas avoir effectivement d'alliance thérapeutique avec l'équipe soignante, puisqu'on n'est pas d'accord pour être soigné et on n'est pas d'accord pour être soigné de cette manière. Et le fait de vivre seul, qui est aussi un facteur de risque qu'on retrouve dans la population générale. Voilà, le suicide à l'hôpital psychiatrique, il est donc imprédictible, comme tous les suicides, puisque même chez les gens les plus hauts à risque, on ne peut pas prédire un geste suicidaire. Et les patients que nous avons à l'hôpital psychiatrique, c'est les patients les plus à risque suicidaire de la région. Il est heureusement rare, mais on se pose la question d'une augmentation nous, dans la dernière année, puisque si on fait une comparaison, nous avons eu 7 cas entre 2009 et 2012, et 5 cas en 2021 et 8 cas entre mai et septembre 2022 à l'hôpital Charles-Perrin, ce qui représente une augmentation très importante et ce qui est probablement le reflet d'une patientèle différente dans les hôpitaux actuellement, avec une concentration des cas les plus sévères et probablement aussi une intensité plus importante de la symptomatologie dans les 2 dernières années qui suivent cette pandémie Covid-19. Comme vous l'avez dit, les suicides pendant les hospitalisations, ça a des conséquences majeures pour tous les survivants, et notamment pour le personnel qui travaille en psychiatrie, qui est particulièrement exposé à ces gestes. Et donc, ce qui fait que dans le rapport HAS de septembre 2022, les soignants sont considérés comme des secondes victimes des gestes suicidaires des patients, et ils recommandent d'accompagner les équipes, de les former et de les informer au mieux. Alors effectivement, le suicide a des conséquences sur les professionnels puisque ce sont des décès qui remplissent certaines caractéristiques potentiellement traumatisantes et qui sont des facteurs de risque de deuil compliqué, voire de deuil prolongé. Ce sont des décès subis, imprévus, violents, brutaux et qui surviennent chez des personnes qui sont généralement jeunes. Et donc ces caractéristiques de décès font que les soignants peuvent avoir des réactions émotionnelles très vives. D'ailleurs, c'est attendu qu'ils les aient. Des réactions de stress parfois, et notamment quand ils ont participé à la réanimation et qu'ils ont trouvé le corps. Et ces réactions émotionnelles et ces réactions de stress peuvent avoir des conséquences professionnelles et personnelles sur les équipes de soins. Or, nos soignants sont précieux. Et donc, nous avons conscience depuis longtemps que nous devons les accompagner et c'est le cas de notre institution. Donc, l'idée de cet accompagnement, c'est de rétablir la vie institutionnelle qui a été momentanément interrompue. Et donc, nous avons monté des activités de postvention afin de réduire les effets négatifs du décès par suicide sur les soignants, et de donner la possibilité aux professionnels de parler de l'événement et de ne pas rester seuls devant cet événement, leurs doutes et leurs émotions. La postvention, c'est l'ensemble des interventions qui se déploient après un suicide
dans le milieu où le suicide a eu lieu et dans les milieux fréquentés par la victime. Les objectifs de la postvention, c'est de diminuer la souffrance individuelle, de renforcer la capacité des individus à faire face à l'adversité, de diminuer les risques d'effets de contagion, d'augmenter le sentiment de sécurité du milieu et de favoriser un retour au fonctionnement habituel du milieu. Donc, nous l'avons adapté pour les équipes de soins de l'hôpital Charles Perrin. C'est un processus qui a lieu en 2 phases, une phase de désamorçage immédiate auprès des professionnels qui sont intervenus auprès de la victime et avant qu'ils ne quittent l'établissement. Bien sûr, c'est tout à fait impossible qu'un soignant ou même qu'un agent quitte l'hôpital sans avoir été vu, débriefé et qu'on lui ait donné la possibilité de parler de ce qu'il ressentait, de ses émotions. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé. Il y a une deuxième phase qui est une phase de désensibilisation qui intervient auprès de l'ensemble de l'équipe, qui est animée par des intervenants volontaires de l'établissement. On convie tout le monde, y compris les étudiants, le personnel de garde ou le personnel venu en renfort. Et cette phase, elle doit survenir dans les 24-72 heures au mieux. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye d'être là dans la semaine, on va dire. Donc, ces 2 phases, c'est des organisations de groupe, avec des échanges entre les intervenants qui favorisent l'expression des émotions, le retour sur les événements et les mesures prises. Et bien sûr, on essaye de faire en sorte que ces réunions soient systématiques, mais elles ne sont pas obligatoires. Dans certains milieux, elles le sont. Nous, on les recommande, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, la première réunion, c'est le désamorçage. L'objectif, c'est l'aide et le soutien aux équipes, la verbalisation des émotions, le retour sur les événements. Et puis, on a des échanges autour du décès. Les intervenants doivent avoir une attitude positive et empathique. L'idée, c'est de faire raconter, de ne pas juger, de ne pas mettre en accusation et surtout de ne pas chercher les failles. Il faut s'assurer que l'équipe est capable d'assurer ses fonctions ou organiser un éventuel relais. Et il faut évidemment, puisque à ce moment-là, c'est généralement fait par le médecin de garde et le cadre de garde ou le médecin et le cadre de l'unité quand c'est en journée, il faut apporter de l'aide et du soutien pour les procédures matérielles et administratives qui sont nombreuses pour les soignants à ce moment-là. La réunion des sensibilisations, elle est différée. Les objectifs sont les mêmes. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on informe les agents sur les réactions émotionnelles attendues, sur les conséquences que cela peut avoir sur leur travail, leur vie personnelle et la vie de l'équipe, et sur les ressources extérieures disponibles. Et par la suite, il y a une discussion autour du décès. Bien sûr, ça n'est pas du tout une analyse de cause qui, elle, aura lieu dans plusieurs semaines. Mais l'idée là, c'est qu'on puisse exprimer ses émotions dans un cadre sécurisant, empathique, soutenant, afin de rassurer les équipes sur leurs compétences professionnelles ou soignantes et de resituer le contexte du profil à risque de nos patients et donc du caractère imprédictible du suicide. Voilà. Et à ce moment-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de repérer les agents qui sont le plus en difficulté et de les accompagner de manière individuelle. Bon, les limites de cette action, c'est que c'est organisé avec des intervenants volontaires de l'établissement. Et donc, il faut, pour l'organisation, on a les limites des effectifs, des équipes de nuit, de la possibilité de se libérer dans les jours qui suivent de manière un peu impromptue. Et donc, on a quelques difficultés à tenir les délais. Le plus souvent, on y arrive, mais c'est un peu compliqué. Les bénéfices, c'est que c'est une activité qui est maintenant très investie par les équipes, qui est très bien vue par l'établissement. On est très accompagné par la direction. Ça permet de réinstaurer un dialogue au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Ça permet un apaisement émotionnel et une meilleure sécurité de nos soignants dans leur exercice professionnel. Du coup, comme vous l'a dit Marie, on a créé un groupe EPP Suicide et donc on a travaillé donc autant sur la grille d'évaluation du risque infirmier qui n'est pas un outil prédictif, je me permets de le répéter, mais plutôt un support d'entretien pour effectivement accompagner les soignants à avoir les choses à évaluer en premier lieu pour avoir une évaluation efficiente et savoir quoi faire derrière après cette évaluation.
On a également du coup créé des procédures. Donc, on a choisi de vous présenter, on en a plusieurs, mais celle qui est concernant la prise en charge environnementale des patients hospitalisés à haut risque suicidaire, puisqu'il y a quelque chose, et vous l'avez nommé tout à l'heure, qui est assez important, qui est la sécurisation. Donc, la sécurisation de l'unité de soins, de la chambre, ainsi que la surveillance infirmière et la prise en charge médicale. Donc, cette procédure, elle est de 2019 et nous, ce qu'on avait mis dans cette procédure, c'est qu'il y avait 2 niveaux de sécurisation. Un niveau standard qui peut être mis en place par l'équipe infirmière dans le cadre de leur rôle propre, mais qui doit être validé par les médecins de l'unité. Et un niveau de sécurisation renforcé sur indication médicale. Le niveau standard, concernant la sécurisation de l'unité, c'était une vigilance au moment des repas, avec notamment un décompte des couverts et surtout une présence soignante, puisqu'on sait que c'est des moments où la surveillance peut être un peu moindre et où les passages à l'acte peuvent s'effectuer autant que lors des transmissions. C'est des choses qu'on avait repérées, donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont recommandées et même faites dans les unités, qui est une présence soignante lors des repas et lors des transmissions. 6 risques de sortie sans autorisation médicale de ce patient au risque suicidaire et qu'il se trouve dans une unité ouverte, on peut, avec validation bien entendu de la direction et l'information à l'ensemble des patients, puisque ça restreint leur liberté, fermer l'unité avant une nouvelle évaluation médicale pour savoir s'il y a d'autres choses à faire, notamment, comme vous le voyez ici, avec le niveau de sécurisation renforcé, un transfert en unité fermée, si vraiment ce n'est plus tenable dans une unité ouverte. Et évidemment, si la personne est en soins libres, ce qui normalement est le cas dans une unité ouverte, une mesure de soins sans consentement. Le médecin peut aussi décider que les sorties à l'extérieur ou dans le parc doivent être suspendues ou soumises à accompagnement soignant, notamment quand il y a des accompagnements à l'extérieur de l'établissement, par exemple pour des examens complémentaires. En ce qui concerne la sécurisation de la chambre, le niveau standard préconise qu'il y ait un inventaire fait par l'équipe restrictif à l'admission du patient, mais également à son retour de sortie hors de l'unité ou après la visite de ses proches, puisque les proches, sans vouloir faire mal, peuvent éventuellement donner des choses aux patients, mais qui peuvent être dangereuses par la suite. Donc, ce qu'on a préconisé, c'est qu'il y ait la fermeture du placard du patient à clé avec les objets dangereux à l'intérieur et le stockage dans un lieu dédié dans l'unité ou dans la bagagerie. Certaines unités ont encore des bagageries qui pourront être rendues temporairement en fonction des besoins. Les objets coupants, les ceintures, je ne m'étale pas, c'est noté. Ce qu'on a préconisé aussi, et toutes les ASH de l'établissement sont très sensibilisés à ça, c'est que quand on a, alors ce n'est pas toujours le cas, mais des sacs poubelles avec des liens, il faut retirer le lien et tous les sacs doivent être troués pour éviter l'asphyxie. Le niveau de sécurisation renforcé, donc la surindication médicale, peut donner l'accès ou la restriction de nouveau à certains objets selon l'état clinique du patient. Et les mesures renforcées peuvent être également le port d'une tenue de sécurité, le retrait du mobilier de la chambre, la fermeture de la salle de bain la nuit ou en journée selon situation, et le transfert en chambre de soins intensifs si cela le nécessite. Évidemment, cela doit être évalué médicalement de façon quotidienne. La surveillance soignante, alors à l'admission et même lors du séjour, ce qui doit être proposé aux patients, c'est de rester le maximum dans les parties communes et surtout à proximité des soignants pour favoriser la surveillance. On essaye dans la mesure du possible, selon les patients reçus dans l'unité à ce moment-là, d'avoir une chambre à proximité du bureau infirmier. La surveillance soignante doit être pluriquotidienne et évidemment tracée dans le dossier. Ça, c'est effectivement ce qui est fait de manière systématique par les soignants. Et un entretien infirmier quotidien permettant de compléter la grille d'évaluation du risque suicidaire, non pas pour essayer de prédire le suicide, ce qui serait chose impossible, mais pour savoir en effet comment adapter leur surveillance et leur prise en charge auprès de ce patient et s'il y a des choses à modifier et pouvoir le transmettre au médecin. La prise en charge médicale, donc ce qui est préconisé, c'est un entretien médical régulier dans la première semaine de surveillance du risque et en corrélation avec l'évaluation infirmière. Le maintien de cette fréquence en fonction de l'état du patient et de la grille d'évaluation infirmière. Et ces entretiens, comme je le disais, permettent d'actualiser la surveillance et la sécurisation environnementale mise en place.
Donc là, en effet, vous l'avez montré, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'était la grille d'évaluation qu'on a créée lors du groupe. Donc, comme vous le voyez, c'est une grille, en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est une grille qui est remplie de manière systématique à chaque admission du patient, mais qui ne sera pas forcément continuée sur la durée. Je vous explique pourquoi. Nous remplissons à l'admission les facteurs de risque standards que vous voyez, donc qui sont motifs d'hospice pour TS, les antécédents de TS, les diagnostics de schizophrénie ou troubles thymiques, les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie, les antécédents familiales de TS au premier degré et le statut professionnel actif. On sait que ce seront, s'il y en a plusieurs, donc on a décidé d'en retenir 3 et au-delà, des facteurs de risque supplémentaires et donc qui nécessitent une surveillance du patient de manière plus accrue. Si jamais donc il y a 3 facteurs de risque ou plus, la grille doit être ouverte et remplie durant 7 jours. 7 jours parce qu'on sait que c'est la période la plus à risque lors de l'hospitalisation. Et donc, les facteurs de risque dynamiques que vous voyez en dessous sont à compléter et vont permettre d'évaluer et de savoir ce qu'il faut faire auprès de ce patient. Évidemment, pendant 7 jours, mais pas que. Il y a des périodes à risque, comme Marie vous l'a dit. On demande l'évaluation également avant chaque sortie promenade, avant la sortie définitive de l'unité, mais aussi pour toute modification clinique brutale de l'humeur sans quelque chose qui pourrait ne l'expliquer. Évidemment, cette grille doit être remplie en y mettant du sens. L'idée, c'est de ne pas juste cocher des cases et que ce soit vraiment un support d'entretien. Donc, évidemment, ça, c'est des choses qui sont préconisées, mais elles peuvent être réouvertes à n'importe quel moment du séjour et ou même continuer au-delà des 7 jours si l'équipe infirmière a un doute là-dessus et a besoin d'un outil pour continuer l'évaluation du risque suicidaire de manière rapprochée. La conclusion et le message qu'on souhaitait vous délivrer aujourd'hui, c'est que nous avons bien conscience de ça depuis plusieurs années à Charles Perrin, c'est que des professionnels outillés et conscients des risques, vigilants face aux comportements suicidaires et à leurs conséquences, sont le meilleur gage d'une prévention et d'une postvention efficace. Merci pour votre attention. Merci beaucoup vraiment pour vos 2 interventions. Pardon, est-ce que vous voyez toujours notre PowerPoint ou est-ce qu'il faut qu'on arrête le... Non, il faut peut-être qu'on arrête le partage alors. Comme vous voulez, voilà. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces précisions qui viennent vraiment alimenter notre présentation, et c'était vraiment parfaitement un rapport avec ce qu'on voulait partager, parce que vous avez mis en place des outils qui sont extrêmement intéressants et qui sont demandés au décours de nos analyses, et on voit souvent des soignants qui sont démunis, qui sont en attente et qui voilà. Et donc vous avez vraiment précisé tout ça. Moi, j'avais juste une petite question, mais vraiment qui m'a un peu étonnée si je peux me permettre. Lorsque vous parlez, vous dites, vous mettez les objets à risque des patients dans des placards à l'intérieur. Les placards sont fermés à clé à l'intérieur des chambres des patients. Ça m'a un peu étonnée. Je me disais, ça me paraît être quelque chose à risque. Enfin, je ne sais pas, expliquez-moi. Les patients n'ont pas accès à leur clé de placard, du coup. D'accord. Oui, voilà. En fait, c'est ça. C'est l'équipe infirmière qui garde les clés et le patient vient solliciter. Donc ça, c'est quelque chose qui est travaillé, bien évidemment, avec le patient. D'accord. C'est pas étendu, mais c'est aussi quelque chose, on vient aussi lui signifier quelque chose, qu'on vient le protéger aussi. Donc ça, c'est vraiment de la prise en charge et du soin. Hein. Et du coup, le patient sait que l'équipe infirmière garde sa clé de placard et doit venir demander pour avoir accès à ses affaires. Oui. En fait, spontanément, j'imaginais que c'était peut-être un risque s'il arrive à ouvrir le placard lui-même, mais peut-être ça arrive jamais. Bref, c'est pas l'idée. Non. Ouais. Ok, merci de la précision. Voilà, en fait, comme j'ai donc compris que vous travaillez, Madame Boutineau, vous êtes responsable du dispositif 3114 et du dispositif vigilance. Comme il nous reste un petit peu de temps et ça faisait partie pour moi des dispositifs, enfin des outils extrêmement intéressants, est-ce que vous pouvez nous en parler aussi, si ça vous ennuie pas? Bien sûr. Alors du coup, le 3514, qui est un dispositif national, qui est le numéro national de prévention du suicide, qui a ouvert le 1er octobre dernier, enfin 2021, donc ça fait un peu plus d'1 an.
Il est en tout point du territoire, c'est-à-dire qu'il y a 13 centres répondants. Donc, c'est un dispositif national, mais qu'on a voulu territorialiser pour pouvoir orienter au mieux, en fait, et avoir une cartographie des ressources la plus efficiente possible. Donc, le numéro est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en tout point du territoire. C'est une ligne qui est professionnelle. C'est la seule ligne aujourd'hui en France professionnelle, confidentielle et gratuite. Donc, ça, c'est important aussi de pouvoir le dire. Il y a des centres de jour et il y a des centres 24-24. Les centres 24-24 sont Lille, Brest et Montpellier, donc qui se partagent la France. À Bordeaux, c'est un centre qui prend en charge le sud Nouvelle-Aquitaine, qui est donc ouvert en journée de 9h à 21h. Et quand on a trop d'appels ou que notre centre est fermé, c'est Brest qui prend la suite. Le 3514 s'adresse aux usagers, mais pas que. Et ça, ce n'est pas suffisamment connu à mon sens. Il s'adresse aussi aux proches qui pourraient être inquiets pour un proche qui a des idées suicidaires ou qui est en souffrance psychique, mais aussi aux professionnels. Donc, les professionnels peuvent nous solliciter pour des situations où ils sont un petit peu en difficulté et on peut évidemment partager l'inquiétude autour de ces patients et trouver ensemble une solution. Et il s'adresse aussi aux endeuillés par suicide. Le dispositif, rapidement, je vous fais le dispositif vigilance. Le dispositif avec plaisir, vigilance, on a le temps, okay. Oui. Très tranquille. Alors, juste au niveau de la sémantique, moi, j'y fais très, très attention. On ne parle pas de récidive, on parle de réitération suicidaire. Donc, je me permets de, voilà, juste de dire ça. Tromper dans les terminologies, certainement. Donc, c'est un dispositif de prévention de la réitération suicidaire. On sait aujourd'hui que la stratégie nationale de prévention du suicide, elle a plusieurs niveaux et elle est ciblée notamment pour les personnes vulnérables dans le cadre du dispositif vigilance. Il s'adresse aux personnes ayant fait un geste en fait suicidaire, donc une tentative de suicide dans le mois. Donc, c'est un dispositif qui va suivre pendant 6 mois, mais qui ne va pas remplacer une prise en charge en CMP, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui arrive en plus parce qu'on va se cibler sur la prise en charge du risque suicidaire et non pas du trouble déjà existant s'il y en a un. On va suivre les patients par appel programmé, mais également par carte postale. L'idée est de garder un lien avec ces patients. Pourquoi 6 mois? Parce qu'on sait que c'est une période très à risque dans la réitération suicidaire. Et on va faire des appels programmés dès la sortie de l'hôpital ou la sortie des urgences à J10, entre J10 et J21, parce qu'on sait que c'est la période la plus à risque. Voilà, on a aussi une ligne de crise pour les patients qui nous connaissent sur Vigilance et qui seraient susceptibles de vouloir nous parler en dehors de ces appels programmés et de ces cartes postales. Et on fait aussi le lien, bien évidemment, avec le 3514 si on voit qu'il y a une nouvelle crise pour ces patients. Voilà. Est-ce que j'ai été claire ou est-ce qu'il y a des questions? Extrêmement clair. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont manifestées? Et voilà. Non, c'est extrêmement clair. Je vous remercie. Voilà. Monsieur docteur Rakotomala, peut-être? On a une question. On a une question. Alors, donc, concernant le repérage du risque suicidaire chez les patients suivis en CMP, en hôpital de jour, j'ai une question, voilà, une question assez large. Le repérage du risque suicidaire, qu'est-ce qu'on pourrait en dire rapidement chez les patients suivis en CMP? Quels sont les outils peut-être ou qu'est-ce que... Alors, le repérage doit être fait partout en réalité. Et effectivement, c'est une question qu'on s'est posée et que les équipes nous ont renvoyée aussi, les équipes de CMP et d'HAD, d'hôpital de jour. Donc, on est en train de travailler là-dessus, justement. Donc, on a adapté notre grille que vous avez vue, qu'on vous a présentée. Et elle est en test. Donc, on a fait une grille spécifique pour les structures extra-hospitalières. Elle est actuellement en test. On va la valider institutionnellement très prochainement, je pense. Et ça sera du coup un outil que les infirmiers de Charles Prince pourront utiliser. En fait, l'idée de cet outil, c'est vraiment d'être utilisé pour les structures ambulatoires d'HAD et d'hospitalisation de jour de soins aigus. Voilà. Après, s'il s'agit d'un suivi ambulatoire en CMP, là, il y a des outils qui évaluent le risque suicidaire et qui sont disponibles pour tout suivi ambulatoire. C'est-à-dire que les outils qui évaluent le risque suicidaire pour nos patients hospitalisés, que ce soit à temps complet en hôpital de jour ou en HAD, ils ne sont pas adaptés. Parce que quand on évalue que le risque suicidaire est élevé, la conduite à tenir, c'est on hospitalise. Bon, nous, ils sont déjà hospitalisés. Et on sait déjà qu'ils sont à plus haut risque.
Donc, à ce moment-là, l'outil qu'on a développé, c'est un outil de surveillance continue, on va dire. Voilà, c'est une aide à la surveillance continue. Et de savoir quelles sont les mesures qu'on va mettre en place. Du coup. Mais pour les patients qui sont stabilisés, suivis en ambulatoire, à ce moment-là, on peut utiliser des outils plus classiques d'évaluation du risque suicidaire, comme effectivement vous avez montré la RUD, qu'on peut utiliser à ce moment-là, mais il y a d'autres outils validés comme la Columbia ou l'échelle de Duché. Voilà, il y a l'échelle de désespoir de Beck. Voilà, il y a des échelles d'évaluation du risque suicidaire qui existent. Elles ne sont pas pertinentes pour les patients hospitalisés puisqu'on sait déjà qu'ils sont à très haut risque. Mais pour des suivis ambulatoires en CMP de patients a priori stabilisés mais qu'on surveille, elles sont tout à fait adaptées. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, les échelles donc, du Duché, de Columbia, de RUD et de Beck, c'est plutôt donc, pour l'ambulatoire. Et celle que vous avez élaborée, c'est vraiment pour le patient hospitalisé. En fait, c'est pas une échelle, en fait, c'est un outil d'aide à la surveillance, on va dire. Voilà, c'est pas du tout pareil. Ben, merci vraiment parce que j'avoue que c'était pas tout à fait clair et en fait, c'est vraiment ce qui est demandé souvent par les soignants, c'est cette donc voilà, je vais reprendre juste. Ok, très bien. Voilà. Merci. Et donc du coup. Alors, moi, je me permets de poser la question concernant les patients hospitalisés en milieu sanitaire, puisqu'on a malheureusement régulièrement aussi des suicides ou des tentatives de suicide en milieu sanitaire. Est-ce que pour les soignants qui n'ont pas de spécificité, qui n'ont pas de connaissances en psychiatrie et en particulier dans le risque suicidaire, en dehors de quelques formations qui leur sont proposées sur le plan institutionnel, alors notamment il y a des associations qui proposent des journées de formation d'évaluation au risque suicidaire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme propositions d'aide et de soutien à ces équipes-là? Alors, en fait, la postvention, effectivement, là, nous, on l'a montée sur l'hôpital Charles Perrin. On a déjà été sollicité par le CHU de Bordeaux, par exemple, pour aller sur des situations, mais et on avait fait à ce moment-là une convention et nous, on s'était déplacés là-bas. Ça ne s'est pas beaucoup fait, tu as raison. Ça ne s'est probablement pas assez fait. On est allé plusieurs fois au centre Abadi, en fait. Mais nous, on est ouvert à ça. Et d'ailleurs, on avait été sollicité par le CHU pour essayer de monter un groupe de travail ensemble. C'est un peu long à se faire, mais ça devrait se faire un jour. Donc, éventuellement, on peut vous adresser à une demande ou à une demande de soutien, voir comment on peut organiser une formation ou un accompagnement dans ce contexte. Ben, là, notre groupe de postvention, on était allé faire directement la postvention auprès des équipes. Après, effectivement, on peut aussi envisager de former des intervenants au sein des établissements à des activités de postvention, hein. Bien sûr. C'est pas une demande très fréquente, mais voilà, c'est des situations qui traumatisent beaucoup les équipes, effectivement, et peut-être encore moins, on va dire, c'est-à-dire qu'en milieu en santé mentale, ce soit plus facile, hein, loin de là, mais ça les surprend tellement, il y a un tel effet de surprise supplémentaire que c'est très, très, très mal vécu avec des conséquences vraiment importantes. Oui, mais c'est une très bonne idée, hein. Moi, j'avais juste une question sur la partie qui était effectivement sur l'aide qui pouvait être apportée soit aux professionnels de soins, soit aux proches de personnes qui seraient suicidantes. Est-ce que ça s'est beaucoup présenté? Qu'est-ce qui a pu être mis en place par l'équipe? Est-ce que ça peut être trop? Parce que effectivement, c'est hyper intéressant, assez novateur du coup, mais est-ce que le cas de figure s'est présenté et comment a pu réagir du coup l'équipe dédiée? J'ai pas compris la question. La ligne qui était disponible entre guillemets pour les personnes suicidantes, donc il y avait la ligne téléphonique entre guillemets et qui pouvait aussi s'adresser aux professionnels de soins et aux aidants entre guillemets, aux personnes qui sont de la famille. Par l'entourage des personnes oui. Alors en fait, la moitié des appels du 3514 c'est des usagers, un tiers c'est des proches, un tiers c'est des professionnels, l'autre tiers c'est des professionnels.
Donc, D'accord. et ça a eu une vraie augmentation parce qu'on délivre à l'ouverture, c'était plutôt 90% des appels étaient des usagers. Et depuis qu'on fait effectivement des présentations et qu'on insiste bien pour que les professionnels puissent se saisir et les proches du numéro, en effet, là, on est plutôt sur un tiers et la moitié. D'accord. Oui, j'aurais pas pensé que les professionnels avaient intégré aussi vite Le dispositif. Ouais. Et des professionnels de tous bords, c'est-à-dire que quand je dis professionnels, c'est vraiment pas que les soignants. L'éducation nationale s'en saisit beaucoup, par exemple. Des professionnels, on a eu des employeurs, des DRH, enfin des collègues de travail. On a eu des professionnels, des psychologues libéraux. On a eu voilà, vraiment tout cas, en fait. D'accord. Oui, c'est Merci impressionnant. pour cette précision. Hein, Et professionnels de manière très, très large. Hein. C'est pas professionnel de santé, il faut pas l'entendre comme ça. Je pensais que c'était vraiment relié à un médecin généraliste et en détresse par rapport à ça, ou un psychiatre libéral ou quelqu'un en CMP qui effectivement. Ok. Oui, ça, on a des appels très réguliers du coup maintenant de libéraux. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, sur entre guillemets, ce que eux vont demander comme accompagnement, si c'est effectivement, entre guillemets, du soutien, des conduites à tenir ou des choses autour des échelles, par exemple, les données, vous les aurez sur ce qui est demandé, ce qui est prodigué, entre guillemets, aussi par l'équipe dédiée de Charles Perrins? Ouais, alors pas sur tous les centres répondants, mais en effet, sur Bordeaux, on les a, puisque je tiens un registre à chaque appel, en fait. Donc oui, ça, on a des données très, très précises sur les orientations qu'on peut donner, qui nous a appelé, pour quelles raisons, voilà, et l'orientation qu'on a donnée. Et si on a fait une évaluation avec le professionnel, parce que ça, c'est des choses qu'on fait aussi. C'est-à-dire que le D'accord. psychologue ou le psychiatre peut nous appeler avec le patient en face et on fait une évaluation conjointe, en fait. D'accord. Et une aide à la décision parfois. Ouais, c'est bien. Ouais. Très bien. Voilà, est-ce que vous Super. avez d'autres questions? Non. Donc, moi, on va peut-être conclure notre webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie hein, pour votre contribution, professeur Tournier, Madame Boutineau et docteur Dimitri Rakoto-Malala. Vous avez contribué à la richesse de ce webinaire. Alors, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur la page d'actualité du SICA. Tout a été enregistré si vous en êtes d'accord, avec les documents et les supports que vous avez donc mis en œuvre. Et voilà, cet après-midi, il y a encore un autre webinaire donc, qui est consacré aux EIGS, un comptoir thématique sur l'expérience patient et les EIGS qui aura lieu tout de suite là, à 13h30, si vous voulez vous connecter, de 13h30 à 14h30. Et je vous remercie encore. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci de l'invitation et bonne. Merci.